Histoire numéro 1, j'ai perdu mon sang-froid un instant, tout simplement. Puis, reprenant le téléphone, j'ai demandé à ma belle-sœur, Amy, si elle avait vraiment invité cet imbécile à nous rejoindre à l'hospice. Oui, Jim, confirma-t-elle. J'ai tenté de la dissuader, mais elle est restée inflexible. J'ignore ses raisons pour exiger sa présence aujourd'hui, mais le moment est venu d'affronter cela. Dan, insiste-t-elle aussi pour que Suzy soit là, ai-je demandé. Non, répondit-il. Elle pense qu'une enfant de 3 ans est trop jeune pour entendre ce qu'elle a l'intention de nous révéler aujourd'hui. Très bien. Je déposerai Suzy chez mes parents en allant à l'hospice. Je vous y rejoindrai dans une trentaine de minutes. En arrivant sur le parking de l'hospice, Amy est descendue de sa voiture et s'est approchée de moi. Je lui ai offert une brève étreinte. Mon Dieu, ça va être incroyablement difficile. Je sais. Elle inspira profondément et expira lentement. Bon, allons-y alors. Nous sommes entrés dans l'hospice et nous nous sommes dirigés vers le poste d'infirmière. Une infirmière nous a accueillis avec un sourire. Bonjour, Monsieur Johnson. Puis, se tournant vers Amy, bonjour, Dr Allen. Votre sœur passe une bonne journée aujourd'hui. Elle a à peine utilisé sa pompe à morphine depuis le déjeuner. Elle est dans sa chambre avec son amie et attend votre arrivée. Merci, Cindy. Je suis reconnaissante que le cancer lui ait accordé un bref répit aujourd'hui. Nous avons descendu le couloir en direction de la chambre d'Hélène. Jetant un coup d'œil à Amy, j'ai fait une grimace. Tout ira bien, dit-elle, en effleurant doucement ma joue de sa main. J'ai acquiescé, et nous sommes entrés dans la pièce. La pièce était paisible et faiblement éclairée, et disposait d'une grande fenêtre donnant sur un magnifique jardin. Pâle et épuisée, Hélène était allongée dans son lit. Trevor, d'une banalité habituelle, était assis à la tête du lit. Il se leva et tendit la main vers moi. Je l'ai ignoré, me suis approché du lit et ai dit « Salut, Hélène ». Elle a saisi ma main et a tenté de m'attirer plus près pour un baiser, mais j'ai résisté. Je lui ai serré la main, puis j'ai retiré la mienne. Amy et moi nous sommes assis de l'autre côté du lit, face à Trevor. Merci d'être venu, dit Hélène. Je suis consciente que c'est inconfortable pour nous tous, mais je crois que nous voulons tous la même chose, agir dans l'intérêt supérieur de notre fille, Suzy. Suzy est indéniablement ma priorité absolue à présent, ai-je déclaré, jetant un coup d'œil à Trevor avant d'ajouter, mais qu'est-ce que ce crétin fait ici? Hélène secoua doucement la tête. J'aborderai ce point dans un instant. J'ai sollicité votre présence ici aujourd'hui pour 2 raisons. Premièrement, Amy et toi, vous êtes mes héros. Vous avez facilité les moments les plus précieux de ma vie, et je dois vous exprimer ma gratitude pour cela. Deuxièmement, j'ai 2 dernières requêtes à vous faire. Elle se tourna vers Amy et dit, « Je ne peux pas imaginer une meilleure sœur aînée que toi. Je t'ai admiré toute ma vie. Tu m'as constamment soutenu, même quand je ne le méritais pas. Sans toi, je n'aurais même pas Suzy. Quand nous étions petites, nous avions toutes les 2 hâte d'avoir des enfants un jour. J'ai été anéanti en apprenant que tu avais une malformation utérine, ce qui signifiait que tu ne pourrais jamais avoir d'enfant biologique. Oui, ce fut l'un des moments les plus difficiles de ma vie, Amy grimaça. C'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi l'obstétrique et la médecine reproductive. J'espérais qu'en aidant d'autres femmes à concevoir, je pourrais un jour découvrir un moyen de le rendre possible pour moi aussi. Je suis si heureuse que tu l'aies fait, dit Hélène. Quand Jim et moi n'avons pas pu concevoir, j'étais effondrée. Merci de m'avoir soutenu pendant l'évaluation de l'infertilité, puis pendant tout le processus de FIV. Et je suis heureuse d'avoir pu vous aider, répondit Amy. Aider? C'était tellement plus que ça. Tu es mon héroïne. Tu as aussi été une tante merveilleuse pour Suzy. Il m'est beaucoup plus facile de mourir en sachant que tu seras là pour l'aimer et la prendre dans tes bras quand je ne serai plus là. Tout ce que je souhaite vous demander maintenant, c'est de continuer à aimer Suzy et d'aider Jim à l'élever pour qu'elle devienne une femme aussi bien que toi. Amy laissa échapper un sanglot tremblant et prit la main d'Hélène. Bien sûr, je ne cesserai jamais d'aimer Suzy ou d'aider Jim. Hélène se tourna vers moi et dit, c'était la partie facile. Ce que j'ai besoin de te demander est bien plus difficile. Je suis consciente que ma relation avec Trevor t'a causé une douleur terrible. Je lui jetai un regard irrité et répondis, oui, on peut dire ça. Tu as ruiné ma vie, adultère. Et pourquoi faire? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as couché avec lui au départ. Hélène fixa ses genoux.
Eh bien, j'ai un peu perdu la tête pendant que nous luttions pour concevoir. Même si Amy disait que ton matériel était parfaitement bon, je ne la croyais pas complètement. Je jetai un coup d'œil à Amy, qui haussa simplement les épaules. J'étais désespéré et prête à tout tenter, continua Hélène. Trevor travaillait dans le bureau d'Accent Grave Côté, et un jour, pendant le déjeuner, il m'a vu pleurer. Elle regarda Trevor et sourit. Trevor a été si gentil. Il me tenait la main pendant que je pleurais, et finalement, je me suis confié à lui au sujet de nos problèmes de fertilité. Au cours des mois qui ont suivi, nous sommes devenus des amis assez proches. J'ai ricané et levé les yeux au ciel. Je sais que c'était irrationnel, mais je me suis dit qu'il y avait peut-être une minuscule chance que, si votre matériel ne pouvait pas traverser mes trompes de Fallope cicatrisées, celui de quelqu'un d'autre le pourrait. Trevor a proposé d'aider. J'ai regardé Trevor, puis Hélène, avec un dégoût absolu. Ah, bien sûr, il a proposé. Alors, au lieu de te fier à l'expertise médicale de ta sœur ou de solliciter l'aide de ton mari, tu es allé coucher avec cet abruti? C'est tellement sordide. Hélène a grimacé. Au début, le sexe n'était qu'un moyen d'augmenter mes chances de concevoir. Mais en cours de route, Trevor et moi sommes tombés amoureux. C'était incroyable. Au moment le plus difficile de ma vie, j'étais aimé par deux hommes merveilleux. Je souhaitais trouver un moyen de vous garder tous les deux. Qu'est-ce qui te faisait croire que j'accepterais jamais ça, ai-je demandé. J'avais peur que tu divorces quand tu découvriras la vérité, mais tu ne l'as pas fait. Tu es devenu mon héros en restant avec moi pendant tout ce fichu cirque de FIV. Et quand je suis finalement tombée enceinte, tu étais aussi heureux que moi. J'ai acquiescé. J'ai vraiment envisagé de divorcer, mais je désirais un enfant plus que je ne désirais te quitter. Et c'est ce qui m'a convaincu que tu m'aimais encore suffisamment pour que je te demande une dernière faveur, très importante, dit-elle. Elle a pris une profonde inspiration, a expiré et a dit, sachant combien tu aimes Suzy, je te demande de permettre à Trevor de faire partie de sa vie, elle aussi. Je souhaite que tu lui accordes la garde partagée de Suzy après mon départ, afin que les deux hommes merveilleux de ma vie puissent contribuer à l'élever pour qu'elle devienne une jeune femme formidable. J'ai regardé cet abruti. La suffisance habituelle avait disparu de son visage. Il se mordait la lèvre et semblait inquiet à l'idée que je n'avais pas anticipé une telle demande d'Hélène. J'ai haussé les sourcils et j'ai jeté un coup d'œil à Amy, qui avait l'air tout aussi choquée que moi. Finalement, je me suis retourné vers Hélène et j'ai dit, absolument pas. Merci. Hélène a parlé, puis s'est figée. Attends. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit non. Non. Hors de question. Non, ça veut dire aucune chance au monde. Pas la moindre fichue chance après ton départ. Je ne laisserai jamais, en aucun cas, cet abruti approcher ma fille. Hélène m'a regardé avec incrédulité et a éclaté en sanglots. Après une minute, elle s'est ressaisie et a soupiré. Très bien. J'espérais que tu t'élèverais au-dessus de ça, mais tu ne me laisses pas le choix. Tu vas devoir donner la garde partagée de Suzy à Trevor. Et pourquoi ça? Parce que toi, Jim, tu n'es pas le père de Suzy. Je l'ai regardé, et qu'est-ce qui te fait croire ça? Hélène m'a regardé avec des yeux tristes et a dit, je ne voulais pas te dire ça, mais je désirais avoir un enfant de chacun des hommes merveilleux de ma vie. J'ai convaincu Amy d'utiliser le matériel de Trevor pour le cycle de FIV. J'avais prévu d'utiliser le tien pour une deuxième FIV quelques années plus tard. Mais le cancer est arrivé, et maintenant ça n'arrivera jamais. Je me suis tourné vers Amy et j'ai haussé les sourcils. Elle a acquiescé. Oui, c'est ce qu'elle m'a demandé de faire. Je suis sûr qu'un test ADN confirmera mes droits parentaux sur Suzy. Trevor a souri avec suffisance. En fait, Trevor, un test ADN ne te donnera absolument rien, a répondu Amy. Trevor avait l'air stupéfait. Pourquoi pas? C'est très simple, a dit Amy. Hélène a essayé de me persuader d'utiliser ton matériel pour la FIV, mais la seule chose qu'elle a réussi à me convaincre, c'est de voir quel duo d'abrutis vous êtes. Amy s'est retournée vers sa sœur et a dit, je t'ai couverte toute ta vie. Je t'ai couverte quand tu as bousillé la voiture de papa, je t'ai donné des antibiotiques pour la gonorrhée que tu as attrapée à la fac, et je t'ai prêté de l'argent quand toi et Jim n'aviez pas les moyens de payer la FIV. Hélène a baissé la tête. Tu as raison. Sans toi, la FIV ne se serait jamais produite. Ne se serait jamais produite, espèce d'adultère, a grogné Amy. J'étais heureuse d'aider parce que c'est ce que les sœurs font l'une pour l'autre.
Mais tu as dépassé les bornes quand tu m'as demandé de trahir Jim de cette façon. Ce n'était pas seulement égoïste, c'était le mal à l'état pur. Alors tu n'as pas utilisé l'échantillon de Trevor, a demandé Hélène d'une voix faible. Non, bien sûr que non, a rétorqué Amy. Il est allé directement à la poubelle avec les autres déchets médicaux de notre clinique. Le seul matériel utilisé pour ta FIV était celui de Jim. Hélène a halté, puis a crié, espèce de sorcière. Pourquoi ferais-tu ça? Et pourquoi as-tu fait ce que tu as fait à Jim? Amy a répliqué avec un sourire froid. Hélène a eu du mal à trouver ses mots. Eh bien, au moins, j'ai un enfant. Contrairement à toi, je ne suis pas une impasse génétique. Au moment où ces mots ont franchi ses lèvres, Hélène a regardé Amy avec horreur. Oh mon Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. C'était une chose terrible à dire. C'est vrai, chérie, a souri Amy. Dire quelque chose comme ça à n'importe quelle femme sans enfant est cruel. Mais ça ne m'a pas du tout blessé parce que ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu n'es pas la mère de Suzy. C'est impossible. Je l'ai portée. Je l'ai mise au monde. Oui, ma chérie, tu l'as portée et tu l'as mise au monde. Mais les ovules qui ont été fécondés avec le matériel de Jim étaient les miens. Je suis la mère biologique de Suzy. Et le moment venu, après ta mort et ton enterrement, Jim et moi allons nous marier. Et j'adopterai joyeusement et officiellement ma propre fille. Je regardais Hélène. Si tu as cru que je partagerais un jour de mon plein gré ma fille ou toi avec cet abruti, tu étais dans l'illusion, mais pourquoi n'as-tu pas divorcé? Pourquoi as-tu fait une FIV avec moi? Je secouai la tête quand Amy me dit que tu lui avais demandé de remplacer mon matériel par celui de cet imbécile. J'ai failli te jeter dehors. Je me retournai brusquement vers le scélérat, la colère montant, prêt à traverser la pièce pour le rouer de coups sans relâche. Amy renchérit en ajoutant qu'elle aurait volontiers participé, mais ni l'une ni l'autre n'avions envie de résider dans un établissement correctionnel. Mon attention se porta alors de nouveau sur ma femme, qui succombait à sa maladie. Amy et moi avions échafaudé une pléthore de fantasmes élaborés et vengeurs avant d'arriver à une riposte plus appropriée à ton acte d'infidélité. Nous sommes arrivés à la conclusion que ni toi ni ce malfaisant ne méritiez le privilège d'être parents, cependant, nous avons également réalisé que tu avais le potentiel de servir de mère porteuse exemplaire pour nous, ajouta Amy. Si la procédure s'était déroulée parfaitement, notre intention était de t'utiliser pour porter un autre de nos descendants. Cependant, comme tu l'as toi-même dit, le cancer, et la litanie des complications associées, sont intervenus. Hélène sembla absolument dévastée. Et mes ovules, alors, demanda-t-elle. Les avez-vous aussi jetés? Non, je ne les ai pas jetés, rétorqua Amy avec une pointe de reproche, bien que je l'ai été fortement tenté. Ils sont actuellement en sécurité dans le cryocongélateur de notre clinique, méticuleusement étiquetés comme dons anonymes. Le moment venu, l'une de mes patientes aura besoin d'un don d'ovocytes pour faciliter la conception. Si une candidate avec tes caractéristiques physiques spécifiques est requise, nous serons en mesure de fournir tes ovocytes. Dans ce cas, personne ne connaîtra jamais la vérité, et Trevor sera totalement exclu de la vie de l'enfant. Je tournai mon regard vers Hélène. Pour ce que ça vaut, commençai-je, Amy et moi étions prêtes à t'épargner toute cette épreuve et à te permettre de t'éteindre paisiblement. Cependant, tu nous as forcé la main, et maintenant le poids de tout cela repose entièrement sur ta conscience. Je t'aime toujours, ma chérie, malgré les actes odieux que tu as commis, intervint Amy, se joignant à moi. C'est précisément la raison pour laquelle Jim et moi t'offrons une dernière chance de réparer tes erreurs. Tu vas mourir dans les semaines à venir, et cette perte imminente infligera une profonde douleur à Suzy. Nous espérons ardemment que ton amour pour elle est suffisamment profond pour imprégner tes derniers jours ensemble de sens et pour alléger le fardeau de ton décès pour elle. Je pris la main d'Amy, puis reportai mon attention sur Hélène. En grandissant, Suzy cherchera inévitablement à percer les mystères entourant ses origines. Nous avons la possibilité de raconter une triste histoire d'une adultère égoïste et fourbe qui m'a trahi. Alternativement, nous pouvons partager le récit d'une sœur courageuse qui a aidé Amy et moi à donner naissance à l'enfant que nous avions toujours désiré. Personnellement, ajouta Amy, je suis parfaitement consciente du récit que je préférerais transmettre. Chérie, tu as toi-même proclamé que Jim et moi étions tes héros. Quel est ton choix? Aspires-tu à assumer le rôle d'un héros toi-même cette fois, au moins pour le bien de Suzy? J'attendais depuis plus de 15 minutes lorsqu'ils l'ont finalement fait entrer dans la salle de conférence.
Je l'avais croisé une ou deux fois lors de fêtes de Noël du personnel et d'événements similaires lorsque son épouse l'accompagnait, cependant, il n'avait jamais laissé d'impression durable. Je ne pouvais honnêtement pas affirmer que je me souvenais de lui avec une quelconque précision. En l'examinant de près, j'ai discerné un élément qui était subtilement troublant. Il était vêtu d'un costume sur mesure, méticuleusement taillé dans un tissu qui devait coûter plus de 5 000 $. Il n'était pas aussi petit que je l'avais initialement supposé, mais il n'était pas particulièrement imposant non plus. Son âge était indéterminé, ni ostensiblement jeune, ni visiblement vieux. Il ne projetait pas une aura de douceur ou de gentillesse, comme je l'avais initialement prévu, mais il n'exudait pas non plus un air de menace. Je m'attendais à ce qu'il montre des signes de choc, peut-être même d'intimidation, cependant, il semblait imperturbable, peut-être simplement légèrement surpris. Pourtant, lorsque j'ai plongé dans le fond de ses yeux, il n'y avait pas la moindre trace d'amusement. Pour la première fois, j'examinai méticuleusement son visage et perçus qu'il possédait une qualité étrange, potentiellement menaçante, ou peut-être simplement teintée de colère. Et ses yeux étaient d'une nuance de gris, ni bleu, ni vert, ni noisette, ni brun, un gris ardoise. La colère se manifesta un instant avant de se dissiper. Pour des raisons qui demeuraient obscures, peut-être poussées par l'instinct, je compris que les événements pourraient ne pas se dérouler comme nous l'avions envisagé. J'aspirais à conserver une semblance de professionnalisme, dans la mesure du possible, d'autant plus que la raison d'être de notre réunion était la liaison de sa femme avec mon supérieur, et que notre cabinet représentait ses intérêts dans la dissolution de leur mariage. Je ne tirais aucun plaisir à gérer cette affaire, mais je reconnaissais qu'une performance admirable renforcerait considérablement mes chances d'obtenir l'approbation de mon supérieur lors de la prochaine réunion des associés, et j'étais tout à fait disposé à démanteler cet homme, si la nécessité s'en faisait sentir. J'étais quelque peu surpris qu'il ait consenti à la réunion, et encore plus stupéfait lorsqu'il se matérialisa seul, sans représentation légale. Monsieur Smith, comme vous le savez, nous représentons votre femme dans sa procédure de divorce à votre encontre. Nous avons envisagé la possibilité de forger une forme d'accord privé, plutôt que de nous engager dans un litige prolongé devant les tribunaux. Êtes-vous certain de ne pas souhaiter la présence d'un avocat? Il se contenta de me regarder courtoisement. Ce n'est pas nécessaire, affirma-t-il. Il n'y a vraiment rien à contester ici. Nous n'étions que deux dans la salle de conférence, lui et moi. Sa femme avait choisi de ne pas assister à la réunion, du moins dans un premier temps. Vous opposez-vous à ce que j'enregistre cette réunion, demandai-je. Bien sûr que non, procédez sans hésitation, répondit-il, sortant un petit appareil de sa poche, que je présumais être son propre enregistreur, et le plaçant sur la table. Très bien. Premièrement, la déclaration financière que vous avez fournie est totalement inadéquate. Vous ne faites mention d'aucun actif. La résidence, les automobiles, les comptes bancaires? Rien de tout cela n'est présent. Il resta simplement assis, à m'observer. Vous n'avez aucune réponse, demandai-je. Pardonnez-moi, était-ce une question? Cela ressemblait davantage à une déclaration qui ne nécessitait pas de réponse. Pourquoi la maison, située dans ce quartier en particulier, n'est-elle pas inscrite comme un actif? Les propriétés dans ce secteur commencent à 5 millions de $ et augmentent rapidement en valeur. La maison n'est pas à moi. Elle appartient à un ami. Je me contente d'y résider. Votre femme avait l'impression que c'était votre propriété. Elle a déclaré qu'elle était présente avec vous lorsque vous avez finalisé l'achat. Eh bien, j'avais l'impression qu'elle était éprise de moi. Et nous avons constaté le résultat de cette supposition particulière. Il semblerait que nous fonctionnions tous les deux sur la base d'une série d'impressions erronées. Monsieur Smith, vous comprenez que la dissimulation d'actifs constitue une infraction pénale. Et si vous soumettez cette déclaration financière en réponse à notre plainte, et qu'elle s'avère par la suite fallacieuse, vous en serez tenu responsable. Il ne manifesta aucune inquiétude perceptible. J'examine invariablement les yeux des gens pendant les négociations. Et les siens, si quoi que ce soit, étaient revenus à cette expression légèrement surprise. J'eus presque l'impression qu'ils s'amusaient de cela. Je suppose, Jim. Au fait, puis-je vous appeler Jim? Oui. Bien. Je suppose que vous avez fait des recherches sur la propriété par le biais des registres du tribunal et que vous avez constaté que la maison est détenue par une société. Cette société, à son tour, est détenue par un ami d'un ami qui me permet d'y résider. Ainsi, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas ma propriété. Oui, nous l'avons vérifié.
La maison est détenue par une société écran, elle-même détenue par une autre société écran, qui est à son tour détenue par une autre encore. Nous n'avons pas encore tout retracé dans l'intégralité du labyrinthe, cependant, je suis prêt à parier qu'à un moment donné, nous serons en mesure d'établir un lien avec vous. Vous savez, si j'étais enclin à parier, je serais heureux d'accepter votre argent. Je soutiens que si vous remontez suffisamment loin, vous découvrirez que l'ami de mon ami est un gentilhomme âgé et retraité qu'il a acquis uniquement à titre d'investissement. Pourriez-vous fournir son nom? En fait, non, je ne le connais pas. Je suis certain que si vous y consacrez suffisamment de temps et de ressources, vous pourrez le retrouver. Cependant, essayez de ne pas l'irriter au passage. Cela ne s'est jamais avéré être une attitude judicieuse. Ce que je sais, c'est qu'il réside en Colombie. Il laissa ce mot flotter dans l'air. Mince, 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 mince. Les individus originaires de Colombie qui disposent de 5 à 10 millions de dollars à dépenser pour une résidence pour une autre personne ne sont pas le genre de gens qu'on a envie de s'aliéner. Très bien, mettons de côté la question de la maison pour le moment. Qu'en est-il des automobiles? Votre femme a dressé la liste de 14 véhicules distincts, comprenant 2 Rolls-Royce, une Bentley, 3 Shelby Mustang, une Jaguar XK120, et une sélection de ce qu'elle appelle des voitures de tous les jours, dont une Ferrari. Pourtant, je ne vois rien de tout cela reflété dans votre bilan d'actifs. Eh bien, si ma femme avait pris la peine d'enquêter, elle saurait que je ne possède pas une seule voiture. Encore une fois, elles appartiennent toutes à diverses sociétés, et je ne fais que les entretenir. Je les conduis et les utilise librement, mais elles ne sont pas réellement à moi. Pour être franc, elle n'a jamais vraiment enquêté sur rien. Elle est facilement distraite par les babioles étincelantes, la gastronomie, les vêtements exquis. Du moment que nous fréquentions les restaurants les plus prestigieux, qu'elle avait un chef pour préparer les repas et une femme de chambre pour faire le ménage, elle était contente. Mais ce sont tous des employés, tout comme moi. Et elle se laisse facilement détourner. Parlons de votre profession. Vous dînez dans les restaurants les plus huppés. Vous conduisez une Mercedes, une Bentley, ou une Ferrari. Votre costume semble être fait sur mesure, et un seul costume de ce calibre coûte plus de 5 000 $. Pourtant, vous déclarez un revenu de 64 000 $. Croyez-vous réellement que je vais gober ça? Un peu comme les impressions de ma femme. Je ne suis pas responsable de vos croyances. Elle a ses opinions, vous avez les vôtres. Mais en ce qui me concerne, je ne suis rien de plus qu'un humble gardien. Votre femme affirme que vous voyagez fréquemment pour affaires. Elle déclare que vous êtes absent pendant plusieurs jours, voire une semaine, à intervalles irréguliers. Quel genre de gardien voyage si souvent pour affaires? Et toujours en première classe, si j'ai bien compris. Et tout cela est basé sur les 64 000 $, n'est-ce pas? Mais la question pertinente pour vous est de savoir si vous désirez vraiment une réponse. Ses yeux se sont durcis, et l'amusement a disparu. Soudain, je n'avais plus besoin d'une réponse, et je ne voulais plus être impliqué dans cette misérable affaire. Cependant, mon chemin était irrévocablement tracé, et je ne pouvais pas m'en écarter. Maintenant, est-ce que je la désire? Peut-être pas. Mais mon client et mon supérieur insisteront pour que je l'obtienne. Assez juste. Vous n'êtes que l'intermédiaire dans cette affaire, n'est-ce pas? Alors permettez-moi de vous offrir un brin de conseil amical. Avant que cela ne se termine, des dégâts seront infligés. Et si vous voulez éviter de devenir ce qu'ils appellent des dommages collatéraux, je vous suggère de partir en vacances. Vous pourriez avoir besoin de plusieurs semaines de répit. Avez-vous déjà observé un félin jouer avec un rongeur? Quoi? Un chat jouant avec une souris. Soyez attentifs. Vous voyez, le chat sait qu'il finira par consommer la souris. Même la souris finit par déduire ce fait. Pourtant, le chat continue de lui permettre de s'enfuir. Et la souris persévère dans sa fuite. Même lorsque la souris est consciente que sa fin est imminente, elle s'efforce toujours de rester en vie. Mais cela ne change jamais l'issue finale. Quel est le rapport avec votre profession? Ses yeux se sont soudainement transformés en pierre. Non, la pierre n'était pas assez froide. J'ai réellement perçu une baisse de la température ambiante dans la pièce. J'y viens. Vous voyez, je suis employé par un consortium intéressant d'hommes d'affaires engagés dans un secteur d'activité connexe et concurrent. Parfois, ils sont en concurrence, parfois ils coopèrent et forgent des alliances. Ils constituent ce que vous qualifieriez probablement de cartel. Parfois,
des individus émergent qui, pour diverses raisons, nécessitent des soins spécialisés. Ce sont des personnes que les citoyens ordinaires sont mal équipés pour gérer. Qu'ils soient excessivement protégés, indûment visibles ou trop dangereux pour un gardien conventionnel, ils nécessitent mon expertise particulière. Je m'occupe de ceux qui ont besoin d'une telle attention, tout comme votre employeur. Il a besoin d'être pris en charge. Il ressemble à une souris, inconsciente de sa faim, à qui l'on accorde simplement un bref sursis pour gambader dans la pièce. Vous comprenez que j'enregistre ceci, ai-je demandé. Ayez l'amabilité d'écouter, a-t-il demandé. Quoi? Il a fait un geste vers l'enregistreur. Écoutez, a-t-il répété. J'ai appuyé sur le bouton d'arrêt, rembobiné la bande de plusieurs minutes et activé la lecture. Le haut-parleur intégré n'émettait que des parasites. Il a soulevé un appareil qu'il avait précédemment posé sur la table. Pratique, n'est-ce pas? Il neutralise tous les équipements vidéo et audio dans un rayon de 150 mètres. Il a fouillé dans la poche de sa veste, en a extrait une enveloppe et me l'a présentée. Voici un certificat de décès, dûment rempli. John Smith est décédé et n'a laissé aucune succession, ce qui évite un divorce. Le corps a été incinéré. Elle ne reçoit rien. Faites-lui savoir qu'elle doit fuir. Je ne la chercherai pas activement. Il me reste un minimum de sentiments, mais si nos chemins venaient à se croiser, elle périra. Elle a 12 heures pour se cacher. Informez votre employeur qu'il est la souris et que le chat s'amuse avec lui. Quand le chat aura terminé son jeu, il trouvera la mort. Il aura beau tenter de fuir, il aura beau s'efforcer de se cacher, il est déjà condamné. Si elle est en sa compagnie quand je viendrai le chercher, elle partagera son sort. Dites-lui que s'il facilite ma tâche, je lui garantirai une fin rapide. Cependant, s'il résiste, je prolongerai ses souffrances. Informez-le que j'espère qu'il aura le courage de résister, car je préfère les méthodes longues et douloureuses. Je vous suggère de prendre une semaine de congé. Vous n'en aurez probablement pas besoin de plus. Il se leva, tendit la main en signe d'adieu et s'en alla. J'ai rapporté tout ce qu'il avait dit à mon employeur et à sa petite amie. L'acte de décès était, en fait, authentique. C'était un fantôme. Elle pâlit et s'enfuit, pour ne plus jamais être revue. Je me suis retiré au Cap pendant 7 jours, et à mon retour, j'ai découvert que je devais rendre compte à un nouveau supérieur. Apparemment, le précédent avait succombé à un horrible accident de voiture, lentement brûlé vif. Merci de nous avoir rejoints, et si vous faites partie de ceux qui observent en silence, laissez simplement un j'aime, cela aide de nouvelles histoires à voir le jour. Standing 30 blocks away. However, I was doing some achievement hunting on stream and decided to try to do it as intended. And well, just watch this. Okay. Imagine a first shot. Okay, this is gonna make it a bit tougher. I feel like once I get close enough. Okay. Mats? Hvad laver han? Hallo? Hjælp! Okay, så ved du hvad? Og mit shield. Så kom. Hvad så, eller hvad? Hvilket sprog snakker lige? Vil du speak Danish? Ja, men jeg forstår ikke, hvad hun mente. Mats! Sip is angry. Jeg er ret sikker på, at jeg vinder. Nej, han har range hacks jo. Hvad fuck? Okay, jeg har ham. Ej, han er legit breach hacker. Hvad sker der? Nej, jeg crittede ham ikke. Fuck. Nej, 26 levels. $1000 hack client. Ja. Han har lige købt det i pausen her. What? Mats? Hallo? Så I det? Lækker, hold lige kæft. Det er sgu $1000 hack client. Jeg guess det giver mening, hvordan han kom derop, og så... Er vi stadigvæk ikke færdige med at fight, eller hvad? Og det er vi ikke, kan jeg godt fornemme. Okay, men så lad mig bare smadre ham så. Ej. Han har reach hack jo.
Hvordan skal jeg vinde? Men hvad tørklede han lige på der? Han slog en blomst. Og nu fik han en achievement. Fredsep. Nej, han hacker. Du skød først, man kan ikke... Ja, bare lige for at prank ham. Okay, men så fuck det, lad mig nakke ham så, hvis det er sådan... Og han er done, så det ser ud så fint. Jeg vil hellere ikke have mit barn for dårligt. Har jeg lige kommet hjem fra skole klokken 6? Nå, PvP er lige disabled, kan jeg se. Hvad mener du klokken 5? Hvordan er du kommet hjem fra skole der? Kan I sove i stedet for at slås? Okay. Så lad gå. Forelæsning 14-18. Det er grumt. Flashbang. Du kan dræbe ham med commands /kill Sizep. Hvor er diamonds? Har han også x-rayed diamonds? You can keep it zip. Nå ja, hvor var det jeg kom fra? Jeg var gerne med at skyde den der blok. Lægger helt sygt. Multimillionær på Dell PC. 12 timer i dag. Ej, det tror jeg ikke. Close. Okay, det er også svært, fordi en bue jo faktisk bare er skæv. Got it. Nemt. What? Kæmpe jo. Okay, det er sygt. Det var vist mere held end forstand, men altså, we did it. Det er det vigtigste. Varme os, ja tak. Ja tak. Jeg tror lige... Har du nyt din dag? Ja, det har jeg faktisk, Lea. Jeg synes, jeg har haft en rigtig god dag i dag. Lige vågnet, bare chillet, du ved, spillet Minecraft siden klokken lort. Jamen, Hood. Martin Hood. Ja, tak. Nemt. Ja, tak. Hvem er det, der er på serveren lige nu? Trolleren er Trollsy, Skumfi er Skumfi, så er der Sepp, Pingsy, det var hvad? Det var Flens,